Alors, je disais tout à l'heure un petit peu pour rigoler que nous allions parler d'argent, parce que c'est bien de parler d'entreprendre, c'est bien de parler d'entreprendre dans le secteur agricole, mais qui parle... il faut avoir accès aux services financiers, on s'entend, tels que l'épargne, le crédit, les assurances. On a parlé lors d'un de nos panels aujourd'hui en posant la question, est-ce qu'il existe des compagnies d'assurance spécialisées dans l'agriculture? Nous savons que le service financier, c'est un facteur principal pour lancer ou même procéder à l'expansion d'activités agricoles. La fourniture de services financiers dans les zones rurales peut être très difficile. Avoir accès à des financements est difficile dans les plus grandes capitales du monde. Donc imaginez dans certaines zones rurales. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc cette session va explorer, nous allons explorer ensemble avec nos experts ici, nos intervenants ici et aussi avec vos différentes contributions et vos questions. Cette session va explorer les modes de financement alternatifs, formels bien entendu, qui peuvent aider la jeunesse à entreprendre des activités agricoles ou à agrandir leurs activités qui existent déjà de manière durable. Comment encourager les jeunes à se rassembler autour d'actions collectives au lieu d'aller seuls. Parce que, encore une des choses aussi qu'on a beaucoup entendues ici, c'est l'idée de ne pas se dire que je peux tout faire, je vais être mon propre patron, c'est mon idée donc je vais y aller jusqu'au bout. Mais comment rassembler les jeunes autour d'idées, d'actions collectives qui pourraient faciliter leur capacité d'emprunt individuel, mais également collective. Quelle incitation, quelle action le gouvernement met-il en place pour amener les institutions financières à faciliter l'octroi de crédit aux jeunes? Voici un petit peu de quoi ce panel s'agira. Et je l'ai dit, nous clôturons notre journée, cette activité avec ce panel avant d'aller ensuite au mot de clôture pour la fin. Donc, Monsieur Sellou Barry, je vais aller à vous directement. Hein, Monsieur Barry, je vais aller à vous directement en vous posant une question. Vous travaillez à la PIP. Nous savons que l'Agence guinéenne de promotion des investissements privés a pour mandat de faciliter la création d'entreprises, entre autres. Et elle propose à cette fin une série de services qui permettent aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise, de mener à bien leur activité. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Sellou, quelles mesures, quelle initiative la PIP Guinée a-t-elle mise en place pour faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs agricoles? Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je vais déjà mettre la balle à terre pour éviter que les plus grands ne bénéficient seuls. Donc, la PIP, en fait, on a essayé de travailler sur l'écosystème de financement des entreprises en Guinée. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rapproché déjà des entrepreneurs. Ils nous disent qu'ils n'ont pas accès au financement. On est allé voir les banques. On a dit, bon, on va voir les banques. Where is the money? Où est l'argent? On est allé voir les banques. Ils nous ont dit, on a beaucoup d'argent. On veut financer. Donc, on s'est retrouvé avec des gaps. Et du coup, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Les banques ont de l'argent. Les entrepreneurs ont besoin d'argent. Et on tourne en rond, parce qu'on vit des anecdotes. Les gens passent leur temps à dire les banques ne financent pas, donc ça ne sert à rien d'aller voir par exemple la Société Générale parce qu'elle ne finance jamais. On est allé voir la Société Générale, on s'est rendu compte que 25% des crédits en Guinée sont faits par la Société Générale. Donc on a dit on va travailler sur maintenant les bases, les fondamentaux, le préalable pour accéder au financement. Les fondamentaux pour accéder au financement, c'est quoi? C'est avoir un business plan. Parce que si tu n'as pas de business plan, la banque ne peut pas te financer parce qu'elle ne sait pas comment ton business va évoluer pour te donner de l'argent. Donc, on a fait des campagnes de formation sur le business plan avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. On est allé à l'intérieur du pays, au plus près des agriculteurs, au plus près des entrepreneurs ruraux. On les a formés. On a monté avec eux des business plans. On est revenu vers les banques. On les a dit, bon, OK, maintenant, on a des business plans. On a formé des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on fait? On les a soumis ces business plans et actuellement, ils sont en train de travailler pour
le financement de ces jeunes entrepreneurs. Donc nous, on ne finance pas. Donc on a essayé de travailler sur l'approche. Et on a trouvé que l'approche, c'est le plus important. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps. Je reviendrai sur d'autres points après pour ne pas monopoliser la parole. Alors parce que j'allais vous demander quelles étaient les prochaines initiatives que la PIP, des initiatives innovantes que la PIP prévoit pour pouvoir faciliter cet accès au financement. Donc. Ok. Sur les initiatives, on a 3 initiatives phares. On a créé le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est d'identifier des entrepreneurs pilotes qu'on accompagne. Notamment, on a accompagné un entrepreneur à Bokeh qui est handicapé et qu'on a identifié à travers un programme. Et cet entrepreneur, on l'a accompagné, il est en train d'être financé à hauteur de 5 camions, donc par une banque de la place avec laquelle on a travaillé. Alors, sans vous arrêter dans votre élan, Monsieur Sellou, dans l'identification de cet entrepreneur-là, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir un business plan pour pouvoir aller vers ces banques, parce que vous ne faites pas de financement, mais vous ne pouvez que faciliter. Exactement. Donc je suppose que cet entrepreneur que vous avez identifié, il avait un business plan? Il n'avait pas de business plan, justement. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a tous invités, on a dit, bon, venez, on travaille sur la finance inclusive. Comment aider les entrepreneurs à se faire financer? Donc certains sont venus, ils ont suivi le programme et tout, et à la fin ils ont dit, nous on veut de l'argent tout de suite, il nous faut le transport, il nous faut des per diem. On a dit on n'a pas de per diem, on n'a pas de transport. Donc beaucoup se sont découragés. Le deuxième jour, il y avait moins de 50%. Et après, on a commencé à travailler techniquement sur les business plans. Mais c'est justement, il faut de la motivation pour être entrepreneur. C'est de sélectionner les plus motivés. Donc c'est l'approche qu'on a essayé de faire parce que les gens ont tendance à se faire aider et à prendre de l'argent au niveau des banques et à décourager les banques parce qu'ils ne remboursent pas, parce qu'ils ont d'autres idées dans la tête. Donc on a essayé de travailler sur ça. Et au final, donc, il y a quelques-uns qui sont ressortis, qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont travaillé sérieusement sur leur business plan. Et ces personnes ont bénéficié d'un accompagnement parce qu'on les a aidés même à obtenir des contrats. C'est-à-dire on a négocié avec UMS pour leur donner des contrats et on les a aidés, on a financé leurs projets pour qu'ils puissent avoir les équipements et réaliser leurs projets. Merci, M. Barry. Donc, je retiens qu'il est important d'avoir des préalables quand même. Exactement. Des préalables, des choses à respecter avant. Exactement. Monsieur Thier, pardon. Donc, sur les axes, c'est-à-dire les prochains projets sur lesquels on travaille pour faciliter le financement, on a mis en place la maison de la PME en partenariat avec la Société Générale qui n'arrivait pas à l'implémenter en Guinée. Donc, on les a dit qu'on pouvait les aider via le directeur avec son leadership qui les a vraiment motivés à mettre en place cette maison des PME en partenariat avec la PIP. Donc cette maison des PME permettra aussi à structurer les projets, à orienter les entrepreneurs, à les conseiller pour pouvoir bénéficier de financement. Il y en a même certains qui ont bénéficié des financements, dont certaines entreprises ont bénéficié jusqu'à 3 millions de dollars de financement. Et l'autre volet, on va engager un autre projet qu'on a appelé la Finance Engage, qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Donc c'est mobiliser toutes les banques autour de ce projet et que chacun s'engage sur un certain montant qu'il peut mettre à dispo des PME. Et derrière, nous, on va identifier des PME, on va les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier de ces financements. Merci Sellou. Je reviendrai vers vous, Monsieur Barry, parce que j'aimerais savoir comment est-ce que la PIP fait de façon concrète et pratique au niveau des zones rurales. Je pense que c'est vraiment important. On reviendra vers vous tout à l'heure. Monsieur Thierno Boubacar Barry, j'ai tellement dit votre nom depuis le début. Hein. Vous avez fondé AgroGuinée pour proposer une solution alternative à l'accès au capital. Pourriez-vous nous expliquer votre modèle économique et nous préciser les raisons, comment ce succès, parce que ça va bien, ça marche. Alors, quel est le secret derrière? Merci beaucoup. Avant de parler de ce modèle, je vais juste profiter de parler de AgroGuinée. Donc, AgroGuinée a été créé en 2011 et on avait commencé à faire par la pomme de terre à Dalaba. Et
on était 9 au début du projet. Et vu le problème qu'on a eu, sur 250 millions investis, on n'a eu que 25 millions sur le retour. Donc, les 7 sont partis et je suis resté avec un ami qui est toujours en Belgique. Donc, du coup, avec la persévérance, on a continué toujours à là-bas, mais ça ne marchait pas. Donc, en 2012, on est descendu à Kindia. Aussi, on a fait le maraîchage. Et puis, juste pour résumer les choses, là aussi, ça ne nous a pas réussi. Et ils nous ont conseillé de faire de l'ananas. Bref, on voyait que le cycle était long, mais heureusement, on n'a pas refusé ce conseil. Donc, du coup, depuis 2013, on fait de l'ananas. Et pendant ces années-là, moi, j'étais en Angleterre, donc je faisais des va-et-vient. Et la gestion était un peu difficile. Donc, depuis 2017, je suis rentré pour prendre la gestion de la coopérative. Et quand je suis venu en 2017, on a acheté un domaine de 8 hectares à Samaya. Donc, sur ce site, on a construit des infrastructures. Et du coup, après avoir maîtrisé un peu le cycle de la production de l'ananas, on s'est dit, OK, le problème que nous, on a eu au début, parce que le problème, c'était quoi? On n'avait pas un bon conseiller et la gestion aussi à distance n'était pas évidente. Donc, beaucoup de nos parents, la diaspora veut investir, même ceux qui sont sur place, ils veulent investir. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la confiance. Et comme l'a dit ce matin M. Abdurrahman Diallo, donc, nous, vu qu'on maîtrise maintenant le cycle de la production de l'ananas, on s'est dit, OK, pourquoi pas maintenant? Tout le monde ne peut pas être producteur. Mais beaucoup en ont de l'épargne pour investir un peu, voire avoir une autre source de revenus. Donc, du coup, on a jugé nécessaire de créer deux sortes de modèles d'investissement. Et la première, on a lancé l'année passée, on a fait une levée de fonds pour développer 4 hectares d'ananas, toujours à Samaya. Et sur ce, on a fait le ticket d'entrée 20 millions. Et heureusement, on a eu 2 hectares qui sont développés. Il y a eu des gens qui ont adhéré à l'idée de ces levées de fonds. Donc, on est en cours de production. Donc, à part de ça, il y a des gens aussi qui nous contactent souvent. OK, c'est quoi comment on va faire? Moi, je n'ai pas le temps. Je suis pas en Guinée ou je suis en Guinée, je n'ai pas le temps d'aller en brousse. Donc, on a aussi jugé nécessaire de créer notre méthode d'investissement, ce qui est le outsourcing. Donc, les gens nous confient leur argent. On leur fait un business plan, un compte d'exploitation. Et sur ce, il y a un contrat de partenariat qui va nous lier avec l'investisseur. Donc, on va se charger de la gestion du projet de A à Z, c'est-à-dire chercher le domaine agricole et de la production jusqu'à la récolte. Et sur ce, on aura, sur le bénéfice réalisé, on va prendre un certain pourcentage. Donc, je me réserve de dire le nombre. Donc, oui, parce qu'il y a des sous ici, j'espère. Donc, du coup, sur ça, donc, cette année, on a eu beaucoup de sollicités, beaucoup nous ont sollicité. Et on a des gens un peu partout qui sont en Europe, aux États-Unis, et même aussi à côté de la Guinée. Mais c'est ce que j'allais vous demander, Monsieur Barry. Oui. En zone rurale, ou ici dans la région de Kindia, ou à Pita ou ailleurs, je souhaiterais avoir accès à un financement, je vais vers vous. Est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut? Comment pouvez-vous m'accompagner? Ou est-ce que je suis même votre cible? Peut-être que non. Une toute petite PME. Well, nous, en tant que coopérative, on ne finance pas directement les gens. Mais on collabore avec les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir. Donc sur ça, on travaille avec ces gens-là. Mais à côté aussi, on donne des conseils des gens qui veulent s'investir dans l'agriculture. Donc du coup, mais le modèle de financement qu'on a, c'est soit les levées de fonds ou le financement participatif. Il y a ces projets aussi, l'investisseur vient, il a une partie et nous aussi, on essaie d'engager une partie pour qu'à deux, on finance le projet. Maintenant là, le pourcentage aussi, c'est selon l'apport initial qu'on a fait. Et sur ça, cette année, Dieu merci, on est sur 15 hectares et qui sont exploités déjà, tous ananas, à travers des levées de fonds et
des gestions de projets agricoles pour des personnes morales et physiques. Et ne serait-ce qu'à Mafereya, on a 5 hectares là-bas qu'on a récolté il n'y a pas longtemps. Et donc, bref, c'est en quelque sorte, c'est les 2 modèles-là qu'on a mis sur place pour le moment. Parfait. Monsieur Barry, est-ce que vous aurez des conseils à donner à une entreprise qui vient de débuter, commencer ses activités? Il y a pas mal d'étapes au début. On investit du temps, de l'argent à différents niveaux. Mais bon nombre d'entrepreneurs échouent au terme de la première ou de la deuxième année. Donc, quel type d'accompagnement faudrait-il préconiser à leur niveau pour ne pas que ces efforts financiers qui ont été faits dès le début se retrouvent à l'eau la 3e ou la 4e année? Quels seraient des conseils quels seraient ces conseils que vous donnerez à ce jeune entrepreneur? Comme on le dit, tout se gagne au départ. Moi, je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est surtout, avant de commencer, c'est de se renseigner et se former. Avoir initiative, s'initier à l'entrepreneuriat agricole, d'où un volet aussi qu'on développe chez nous. Depuis 2018, on organise chaque 3 mois des formations sur les techniques culturelles et sur l'entrepreneuriat agricole en général. Donc, c'est de se former, comprendre un peu qu'est-ce que ça demande. Et il y a beaucoup de sacrifices qui sont derrière. Surtout aussi, comment dirais-je, ne pas s'isoler. Parce que quand tu es isolé, l'accès est très difficile l'aide n'est pas là. C'est très difficile d'avoir de l'aide. Ne pas faire les choses seul. Justement. Et surtout, c'est de prendre des conseils. Si le budget de part n'est pas aussi élevé, donc c'est de vraiment s'approcher des gens qui font ce que tu veux faire. Et si possible, avoir un mentor à côté qui va t'aider. Et nous, pour ne pas mentir, cette année, on a tellement accompagné des jeunes. Donc, on a accompagné des jeunes qui sont à l'université même l'année passée. Là, cette année, on est en train de les accompagner sur la multiplication des rejets. C'est une ONG qui s'appelle Thirsty for Knowledge. Et aussi, il y a un jeune qui a gagné le concours de Guinée Startup Challenge qu'on a formé chez nous. On lui donne des conseils. Donc, en résumé, pour ne pas échouer dans ton projet, ce n'est pas partir seul. Il faut avoir quelqu'un à côté qui te conseille, qui t'accompagne et surtout ne pas s'isoler. Aussi contrôler les dépenses parce que c'est très important. Beaucoup de jeunes pensent l'argent, ça se gagne très facile. Donc dès qu'ils ont une petite réussite, ils essaient de financer d'une manière non contrôlée. Donc sur ça, il faudra faire beaucoup attention. Donc surtout avoir ce mentor à côté pour les 2 premières années. Et la première campagne, c'est qu'il ne faut pas te faire à l'idée je veux gagner de l'argent. Surtout c'est l'expérience et du sérieux. Si tu mets du sérieux et de la persévérance, c'est sûr tu vas y arriver. Tout à fait, merci, très bon conseil. Ceci m'amène vers monsieur Mamadou Bella Doumbouya, qui est expert en financement et expert en financement. Il est de la coopération, il est de CAPA, la coopération pour l'agriculture et la production animale. Nous avions monsieur Diallo sur un des panels plus tôt, c'est la même coopération. Et au sein de CAPA, vous faites la promotion du financement participatif comme une alternative au financement classique, traditionnel que nous connaissons, pour lever les capitaux nécessaires au développement des activités agricoles, monsieur Doumbouya. Alors, bien qu'adapté aux besoins des nouveaux arrivants dans l'aventure entrepreneuriale, ce type de levée de fonds requiert quand même certaines exigences. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point et nous en parler? Parce que M. Barry aussi a parlé de levée de fonds. Ça paraît facile. J'appelle 2-3 personnes, Binta, Salematou, Mamadou, on se met ensemble. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Bonsoir à tous. Quelque part, c'est facile. À un certain niveau aussi, c'est extrêmement compliqué. Parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça obéit à un certain nombre de critères, de principes. Parce que qui veut lancer une campagne de levée de fonds doit d'abord se préparer, avoir un projet bien ficelé, un projet bancable, un projet vraiment sérieux avant de penser à lancer une campagne de levée de fonds. Maintenant, derrière ce projet qui se trouve là,
quelle est l'équipe qui se trouve là. La ressource humaine est très très importante à ce niveau parce que les gens ne viennent pas en ce moment vers une institution, vers une entreprise. Ils viennent vers la personne qui est derrière, la personne physique d'abord. Après, maintenant vient la personne morale. Donc, il faut que le porteur du projet ou l'initiateur du projet soit en mesure de construire la confiance autour de lui afin que les gens puissent adhérer à son projet. Donc, après ça, il faut mentionner également la gestion. Aujourd'hui, en Guinée, il y a beaucoup de personnes, même niveau interne, pas seulement les Guinéens de l'étranger, mais même les Guinéens ici qui vivent en Guinée, il y a de l'épargne. Les gens ont vraiment de l'argent. Ils ont de l'argent dans les banques couchées, mais ils ne savent pas où mettre leur argent. Mais leur souci aujourd'hui, c'est à qui confier leur argent. C'est à qui confier leur argent. Donc, il faut absolument qu'il y ait une équipe dynamique derrière, une équipe qui a un background dans la gestion de ces capitaux qui vont être mis à leur disposition pour financer des activités, surtout des activités agricoles qui aujourd'hui est très risquée. Très risqué. Près de 80% des risques, c'est dans le domaine agricole on rencontre parce qu'on est confronté à beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, s'il y a déjà un projet bien élaboré, il y a une équipe de gestion capable de fédérer des personnes autour du projet, il va sans dire qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas mobiliser des capitaux pour investir dans le projet. Maintenant, après, dans la mise en œuvre également, aujourd'hui, les gens sont prêts à mettre de l'argent, mais même si, quelque part, on les prépare en leur disant que dans le domaine agricole, vous mettez de l'argent, mais mettez en tête qu'il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à récupérer cet argent parce que c'est un monde avec beaucoup plus de risques, c'est aléatoire. On est confronté à beaucoup d'intempéries, par exemple, dans le domaine agricole. Donc, ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la traçabilité. Où est-ce que vous êtes en train de mettre l'argent qu'on vous a donné? Comment est-ce que vous êtes en train de le gérer? Qui est en train de faire quoi avec cet argent-là? Donc nous, par exemple, à CAPA, ce que nous faisons, à la fin de chaque mois, des périodes, nous faisons un compte-rendu financier à tous les souscripteurs auxquels nous envoyons des rapports. J'avoue, tout à l'heure, dans le panel précédent, il y a Abdraman qui l'a signalé ici, il y a des souscripteurs à CAPA que nous, on n'a jamais rencontrés, qui vivent à l'étranger. On a juste échangé sur Internet, par biais de téléphone, mais on ne les a jamais rencontrés, mais qui ont mis, lors de la première campagne de levée de fonds, ils ont accepté de mettre de l'argent. La seconde levée de fonds qu'on a eu à organiser, ils ont encore remis de l'argent. C'est parce qu'aujourd'hui, ils se disent que même si nous sommes une jeune coopérative aujourd'hui, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie. Il y a une transparence dans la gestion. Voilà, justement, la transparence dans la gestion. Parce que j'avoue qu'on ne badine pas sur la gestion des fonds, parce que c'est une confiance qui a été investie en cette équipe qui est en train de diriger cette coopérative. Donc, à un certain moment, si cette équipe atteint un seuil où tout le monde est en train de parler de la coopérative, tout le monde est en train de parler de vous, vous devenez une personnalité publique. J'imagine que vous avez l'obligation de protéger d'abord votre dignité. Donc aujourd'hui, nous nous battons pour que vraiment tous les souscripteurs à CAPA puissent être rassurés, savoir où est-ce qu'on est en train de mettre leur argent. Comme ça, si jamais il y a perte, s'il n'y a pas de retour sur investissement, mais que chacun puisse se dire que vraiment ça a été une bonne gestion, c'est parce qu'il y a eu autre problème, peut-être des intempéries, comme on le signalait tout à l'heure avec le PJDD qui a perdu 32 hectares dans la cave. Ça, c'est des intempéries qui peuvent arriver à tout le monde. Voilà. Donc, on ne badine pas sur la traçabilité de ces fonds. Donc, le financement participatif, moi, je me dis que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de mobiliser de l'argent pour financer un projet. Il suffit juste d'être sérieux, avoir un projet sérieux, un projet smart, d'accord, réaliste, quoi.
Maintenant, au-delà de ce financement participatif, j'ai entendu tout à l'heure Monsieur Sellou, hein, c'est ça, Monsieur Sellou Barry, qui parlait de financement à travers les banques, le financement classique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je n'encourage pas un entrepreneur agricole à aller vers les banques, les institutions financières. Pourquoi? Parce que le taux de remboursement est très élevé. Il est autour de 12-13%. Imaginez un agriculteur qui veut produire un champ d'ananas, un hectare. Je parle sous réserve des spécialistes. Je crois qu'un hectare, c'est autour de 90 à 100 millions de francs guinéens d'investissement. Vous partez à la Société Générale, par exemple, on vous dit qu'on va vous donner de l'argent, mais c'est sur 12 mois. Alors que le cycle de l'ananas, c'est au-delà de 12 mois, c'est 18 mois. Après, vous faites comment pour combler le gap? Alors, pourtant, vous ne pouvez pas avoir la disponibilité en liquidité au bout de 18 mois. Donc, déjà, il y a un frein. Donc, ce que moi, je vais demander ici, du haut de ce plateau, c'est d'amener, c'est de dire aux autorités de travailler sur cet aspect-là. Aujourd'hui, les banques demandent beaucoup aux paysans. Et malheureusement, d'ailleurs, il n'y a pas de service dédié. Il n'y a pas de produit dédié pour les agriculteurs aujourd'hui. Dans toutes les banques en Guinée, ça n'existe pas. Il n'y a pas de banque agricole. Donc, il n'y a même pas d'assureur. Il y a un moment, quelqu'un a demandé dans les panels précédents, est-ce qu'il y a des assureurs? Il n'y a pas d'assurance agricole. Ça n'existe pas. Et même ces assurances ne veulent pas aller parce qu'ils disent qu'il y a assez de risques en prenant en charge ces genres de choses. Donc, l'État, les autorités à tous les niveaux doivent travailler dans ce sens-là. Mais pour le moment, pour pallier à ça, nous, à CAPA, nous avons pensé que la solution, c'est le financement participatif, de faire du crowdfunding. Alors, il faut dire que chacun est dans son rôle, et c'est ce que je trouve très bien, parce qu'on parle quand même de financement innovant. C'est d'avoir accès aux services financiers. Donc, le crowdfunding, qui est la levée de fonds participative. Ce que M. Barry a dit, et je reviens sur ça parce que c'est important. On dit parfois que telle agence ou telle personne ne fait pas son travail. Mais une des choses que moi je retiens de l'intervention de M. Sellou Barry, c'est qu'il précise que ce n'est pas le rôle de la PIB de financer, mais ils accompagnent, ils essayent ne serait-ce que de mettre les outils. Ça, c'est bien. Entre autres, maintenant je reviens vers vous, CAPA, parce que je ne prends pas la défense de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. On est tous dans la même équipe. On est tous dans la même équipe. Non, mais c'est important. Donc du coup, Monsieur Doumbouya, et c'est vrai, donc des idées comme ça, là vous nous donnez plus de détails, on comprend. Mais ce qui revient, c'est la confiance, c'est la transparence, c'est la redevabilité. Et ce que vous dites, qui est similaire, c'est d'avoir quand même un plan clair. Dire, je me lève, je vais être mon propre patron, je vais être chef d'entreprise, sans business plan, même si tout le monde ne peut pas le faire. Parfois, ce qu'on appelle business plan n'est pas forcément le 45 pages que certaines entreprises ont besoin d'avoir, mais une start-up n'a pas forcément besoin de ça. Donc, je pense qu'il faut ajuster les choses. Et moi-même, je suis inspirée, Monsieur Doumbouya, à vous entendre parler. Ça me donne, j'ai des idées de financement là, pour certains projets. J'aimerais vous poser une dernière question avant d'aller vers Monsieur Gassama. C'est que le gouvernement guinéen a pour priorité de développer le potentiel agricole, on le sait, on en parle. Cependant, le pays ne compte pas toujours, ne compte pas beaucoup ou ne compte pas du tout de banque agricole, à ce que je sache, et ce qui pourrait répondre plus durablement aux besoins financiers, si on avait des banques agricoles peut-être. Alors, qu'est-ce que ce type d'institution, si nous avions des banques agricoles, qu'est-ce que ce type d'institution financière pourrait avoir comme bénéfice pour les exploitants et les autres opérateurs dans le domaine agricole? Ma question est claire? Moi-même, je suis un peu perdu dedans. C'est pour ça que je demande. C'est pas grave, je suis journaliste aussi, je peux comprendre. Moi, je ne suis pas journaliste. Voilà. D'accord. Voilà, on est dans le même domaine alors. Voilà. Donc, parlant de la présence d'une banque agricole en Guinée, ça n'existe pas. Voilà, durant toute la journée, on le signalait dans les coulisses, tout le monde en parle. Il n'y a pas de banque agricole. C'est dommage quand même. Et puis, c'est paradoxal que l'État
fournissent de l'effort. J'imagine depuis 2010, on est en train de parler de la relance de la filière ananas, de la relance de l'agriculture, mais à côté, normalement, ça doit être, c'est des efforts qui doivent aller ensemble. C'est-à-dire encourager les producteurs à se lancer dans l'agriculture, inciter les agriculteurs à produire, d'accord, mais au même moment, il faut aider à faciliter l'accès au financement. Aider à faciliter l'accès au financement, c'est permettre à une banque de s'installer, par exemple en Guinée, qui va s'orienter vers le monde rural. C'est paradoxal. Si l'État encourage les gens à venir investir, pourquoi est-ce que ce même État ne travaille pas à la facilitation d'une installation d'une banque agricole? Donc, l'installation d'une banque agricole ici, dans le pays, ça pourrait faciliter beaucoup de choses, parce que si vous voyez que nous sommes en train de penser à autre solution, c'est parce que les banques agricoles n'existent pas dans le pays. Et ils oublient une chose, peut-être les banquiers oublient une chose, ils ont beaucoup plus à gagner aujourd'hui avec le monde agricole, parce que c'est 60 à 80% de la population guinéenne qui y travaille, qui gagne quelque chose, un revenu à partir de l'agriculture. Donc, investir dans l'agriculture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont des revenus supplémentaires sur l'argent qui vont passer à ces producteurs agricoles. Aujourd'hui, le besoin se pose avec acuité. Au-delà même de la banque, il faut aussi qu'il y ait des services d'assurance pour nous protéger. Tout à l'heure, on le rappelait, le PJDD a perdu 32 hectares, 10 ans d'efforts. Il n'y a aucune solution pour lui. Et ça veut dire qu'il faut encore se réveiller de ces cendres-là et pour chercher à redresser encore la barre. Pour encore 10 années, on ne souhaite pas 10 années encore. Est-ce que ça sera sécurisé? Non. Donc, il faut que l'État, si de l'autre côté, on est en train d'encourager les producteurs à la base, il faut que l'État aussi se lève pour faciliter l'accès au financement. Il ne s'agit pas d'organiser tout le temps des forums, des panels, des ateliers pour inciter les jeunes pour se lancer dans l'agriculture. Vous vous lancez aujourd'hui dans l'agriculture, vous n'avez pas les moyens financiers, c'est voué à l'échec. Parce que c'est le nerf de la guerre, il faut le dire. C'est le nerf de la guerre. L'État doit franchement travailler sur cet aspect-là. Merci, c'est bien noté, M. Doumbouya. Moi, je souligne encore et je salue le fait que vous n'ayez pas attendu l'État ou qui que ce soit, mais que vous ayez décidé de faire de la levée de fonds participative. Donc, je répète, vous m'avez inspiré. Merci. Vous n'attendrez pas qui que ce soit, mais merci, c'est bien noté. Monsieur Ibrahima Sambego Gassama, vous êtes le directeur des opérations du PEDEG, je l'ai bien dit, hein? PEDEG, parfait. D'accord, qui est le projet de développement agricole intégré en Guinée. C'est ça. Je vais vous demander, M. Gassama, de nous dire, le PEDEG vient répondre à un besoin ou à une idée, d'après ma compréhension de la Banque mondiale. Pouvez-vous nous en parler brièvement, vous-même? Alors, merci beaucoup, Salematou. Je pense qu'en suivant M. Doumbouya dans ses dernières interventions, ça prouve au fait la taille du défi qui existe pour tout ce qui est du financement du secteur agricole. Alors, le PEDEG, comme son nom l'indique, est un projet qui vise au fait à répondre à un certain nombre de défis liés au développement du secteur agricole. Certainement, ma collègue qui est intervenue dans le panel précédent a dû donner quelques éléments, mais il faut juste rappeler que ce projet va intervenir sur deux axes spécifiquement qui sont dans ses objectifs. C'est d'abord la question de productivité et la question d'accès au marché. Alors, on parle de finances, c'est bien, mais il faut déjà que les gens aient accès à des innovations qui permettent au fait de pousser la productivité agricole. Le projet, il intervient sur les secteurs agricoles, d'élevage et d'aquaculture. Alors, pour ce qui est de la question spécifique de ce panel qui est liée au fait au modèle de financement, ça concerne le second axe du projet qui est l'accès au marché. Alors, on parle d'accès au marché, c'est déjà, on va dire, les phases qui sont de la production dans le champ jusque dans l'assiette du consommateur. Alors, c'est souvent ce gap qu'on a du mal en fait, à rapprocher. Parce que tout simplement, ces deux mondes sont par moments très éloignés l'un de l'autre, ce qui fait que le producteur qui est loin de son marché, on va dire, essaye déjà de répondre à ses besoins primaires, d'où l'agriculture de subsistance. Alors le projet, c'est de regarder au fait le second palier d'acteurs possibles dans le secteur agricole.
On le dit souvent quand on est en discussion avec les communautés à la base, on n'a rien contre les petits producteurs, mais on sait qu'il y a des instruments au niveau du gouvernement guinéen qui existent pour aider les petits producteurs. Nous, on essaye de monter le niveau en allant sur des producteurs moyens, des gros producteurs qui sont capables de mettre du volume sur le marché. Alors, pour arriver à cela, on a réfléchi, la Banque mondiale a réfléchi avec le gouvernement guinéen sur un certain nombre de mesures. Comment lever les principales contraintes liées à l'accès au marché. Alors, c'est, on va dire, le volet principal de notre projet, au-delà des questions d'aménagement, au-delà des questions d'infrastructures collectives productives, mais c'est aussi travailler sur l'environnement, sur l'écosystème de l'entrepreneuriat agricole. Alors, dans cette composante, il y a un volet spécifique qui est déjà sur comment structurer les filières agricoles. On est malheureusement dans un pays où, on va dire historiquement, et sur la base des atouts qui existent, la Guinée est un pays agricole d'abord, avant d'être toute autre chose. Mais malheureusement, quand on regarde le niveau d'organisation des filières, on retrouve dans les autres pays des interprofessions sur certaines filières, interprofessions aviaires, interprofessions sur le riz, interprofessions sur le café cacao. On n'en a pas en Guinée. Et l'interprofession, c'est vraiment une organisation qui permet à la fois d'avoir le producteur, le commerçant, le transporteur, au fait tous les acteurs qui offrent du service au sein d'une même chaîne de valeur. Alors, ce projet va travailler déjà à permettre à ces acteurs de se mettre ensemble, que chaque acteur connaisse un peu les défis qui existent au niveau de la chaîne de valeur et qu'ensemble, ils essayent de trouver, grâce à l'accompagnement du projet, les solutions idoines pour permettre de lever les contraintes au fur et à mesure de façon méthodique et arriver au fait à un niveau d'accessibilité au marché beaucoup plus important. Alors, l'autre aspect du projet, c'est aussi développer l'entrepreneuriat. Quand on regarde par exemple ce SADEM, pourquoi on n'a pas hésité une seconde d'être acteur, d'être partie prenante à cet événement? Parce que ça rentre au fait dans ce volet de développement de l'entrepreneuriat. Nous avions identifié un certain nombre d'acteurs étatiques ou non étatiques qui vont collaborer avec nous sur les 4-5 années à venir pour essayer un peu de travailler sur toutes ces questions de renforcement de capacité, sur toutes ces questions d'incubation, toutes ces questions d'élaboration, d'appui à l'élaboration des plans d'affaires et d'accompagnement, de coaching des futurs agro-entrepreneurs et même des entreprises qui sont sur les filières agricoles dans lesquelles le projet doit intervenir. Alors, l'autre aspect du projet qui est, en ma foi, on va dire, je ne dirais pas le plus important, mais en tout cas qui permet de répondre à la préoccupation de M. Doumbouya, c'est l'accès au financement proprement parlé. Alors, par rapport à ça, le projet, il a une enveloppe assez, on va dire, plus ou moins importante. Mais en tout cas, dans l'enveloppe, il est prévu une enveloppe d'environ 7 millions de dollars qui n'est pas prévue ni pour la formation, ni pour les questions d'assistance technique ou tout ce qui s'en soit, mais 7 millions de dollars exclusivement pour financer les plans d'affaires. On a un objectif global d'environ, on va dire, 900 micro-projets et à peu près 50 projets de PME agricoles, avec des enveloppes qui varient de 5 à 10 000 dollars pour les micro-projets et de 20 jusqu'à 50 000 dollars pour les projets d'entreprises de PME agricoles. Alors, mais l'idée qui est visée en fait par ce projet avec la Banque mondiale, c'est que ce financement représente peut-être moins de 20 ou 30% du financement global qui serait mobilisable par le projet. D'où l'idée de maximiser le financement pour le secteur agricole. Aujourd'hui, on a, dans les prises de contact, rencontré l'essentiel des acteurs, notamment les banques, les institutions de microfinance, mais aussi la Banque d'investissement de Guinée. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de banque dédiée au secteur agricole, mais cet instrument dans la main de l'État guinéen, c'est aussi permettre surtout à aider les entreprises avec un accent particulier sur l'agro-entreprise. Donc pour nous, ce sont tous des acteurs avec lesquels nous allons travailler en essayant de mettre en place nos instruments. Alors, essentiellement, pour revenir à ce financement, on sait que par recul, quand on prend un agro-entrepreneur, ses besoins immédiats qu'il est prêt à exhiber tout de suite, ce sont les questions de fonds de roulement. On parle des types de crédits. En fait, ces demandes de crédit font que le secteur agricole peut être considéré comme un secteur à risque, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Mais lorsque vous prenez un crédit long pour faire un investissement, ou en tout cas financer des opérations courantes, il est évident qu'avec le taux d'intérêt et le mode de crédit que vous avez pris, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, lorsque vous devrez prendre un crédit long, c'est pour faire des investissements
structurants, des investissements sur tout ce qui est immobilier, sur tout ce qui est infrastructure, sur tout ce qui est équipement lourd. Alors, quand vous voulez avoir du crédit sur le fonds de roulement et autres, c'est un modèle totalement différent. Donc, le type de crédit font que les entreprises ont aussi des difficultés à pouvoir non seulement mobiliser les crédits, parce que lorsqu'ils font leur dossier de crédit, tout banquier sérieux qui le regarde se rend compte qu'effectivement, l'activité qui est dans le plan d'affaires ne permet pas de rembourser ces crédits, ce qui fait que les gens sont assez limités parce que les approches utilisées sont assez minces. Donc nous allons travailler derrière pour aider les agro-entrepreneurs à développer des business plans qui soient véritablement bancables et en emportant notre investissement sur des aspects sur lesquels ils sont en difficulté à mobiliser les crédits. Donc on va financer beaucoup plus les investissements, financer les équipements qui sont durables sur 4, 5, 6 ans et aider le producteur ou l'agro-entrepreneur à mobiliser des financements pour des crédits courts qui sont beaucoup plus souples et qui sont beaucoup plus facilement mobilisables. Merci beaucoup, Monsieur Gassama. Alors, on m'a soufflé tout à l'heure qu'il y a souvent des chiffres importants qui sont annoncés, mais que c'est difficile d'y avoir accès. D'accord. C'est-à-dire qu'on nous parle quand même de 7 millions de dollars, vous avez dit? Oui. C'est un gros chiffre. Si on partage ça, on va dire seulement 100, il en restera encore. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ces chiffres que l'on entend souvent lorsqu'on essaye de faire notre place dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, pour aller très rapidement, le mécanisme qui est mis en place, c'est un mécanisme compétitif de financement à coût partagé. Alors, il s'agira certainement, on espère d'ici le mois de juin, il s'agira en fait des séries d'appels à projets, d'accord, pour donner la même chance à tous les futurs agro-entrepreneurs guinéens d'accéder à ces ressources puisqu'il s'agit de fonds publics. Donc, il y aura des appels à projets qui vont être lancés et à l'issue de ces appels à projets, des projets seront présélectionnés et ces présélections vont permettre aux promoteurs de rentrer dans un processus de renforcement de capacité qui s'étale de 3 mois à 6 mois selon les types de projets et selon le type de promoteur. Alors, ce processus va aller sur les questions de formation, sur tout ce qui est aspect lié au développement d'entreprise, sur comment affiner les plans d'affaires qui sont proposés, jusqu'à la soumission de ces plans d'affaires finalisés à des comités d'approbation. Alors, je rappelle que le projet, il va intervenir malheureusement sur 10 préfectures, pas toute la Guinée, et aussi sur 5 filières agricoles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de critères. Le premier critère, déjà, il faut être guinéen. Naturellement, on ne peut pas prendre les ressources de la Guinée pour donner à des non-guinéens. Le second critère, il faut être dans l'une des 10 préfectures où le projet intervient. Et le troisième critère, il faut également être sur les filières qui sont ciblées par le projet. Alors, le choix de ces filières a été fait entre le gouvernement et la Banque mondiale sur la base d'un certain nombre de critères de potentialité existant dans ces localités, mais aussi de marché. On est essentiellement dans les zones minières, qui sont des zones à forte consommation. Donc l'idée pour nous, c'est de développer l'agro-entrepreneur, mais aussi qu'il soit juste à côté de son marché. Ça ne sert à rien de développer de l'entreprise dans une zone comme Yomou, alors que son marché se trouve à Conakry. Toutes les questions logistiques d'accès au marché de Conakry feront qu'il ne sera jamais compétitif. Alors pour régler tous ces problèmes, on essaye de prendre les acteurs et on met tout de suite leur marché à côté. Et on essaye maintenant de lever toutes les contraintes au fur et à mesure pour les permettre d'accéder plus facilement à leur marché. Alors, après ces critères, il y aura des appels à projets. Les gens vont déposer les dossiers de projets qui vont être soumis à des comités d'approbation. Pour les micro-projets, ce serait dans les 10 préfectures, selon la zone où le promoteur se trouve. Maintenant, pour les projets de PME avec des investissements beaucoup plus importants, ce serait au niveau national. Il y aura un comité national qui va être mis en place. Et certainement, dans les jours à venir, on va prendre contact avec certaines institutions, peut-être la PIP, peut-être la GIP, pour être ensemble dans ce comité, pour qu'on ait une meilleure lisibilité sur les projets qui vont être analysés pour être financés. Alors, concrètement, ça se fera comme ça. Déjà, on n'a pas suffisamment communiqué, mais en octobre-novembre dernier, on a financé 71 projets. Il y a eu certains qui ont publié sur Facebook. C'est vrai qu'on ne communique pas assez sur ça, mais c'était 400 000 $ de financement qui ont été donnés à 71 micro-projets. Ces 71 projets, il y avait aussi des projets beaucoup plus avancés avec des financements jusqu'à 100 millions de francs guinéens. Ils ont reçu 50% du financement et une mission d'évaluation doit sortir certainement la semaine prochaine qui va évaluer l'ensemble de ces projets et voir un peu quel est le niveau d'exécution des financements qui sont demandés selon leur plan de trésorerie
pour que tout de suite on mette en place les 50 autres % restants. Donc c'est du concret, ça va exister. On va en parler, peut-être pas ici, peut-être ailleurs, mais en tout cas les 7 millions de dollars seront redistribués jusqu'au dernier franc. Donc nous restons à l'écoute, nous irons chercher l'information. Merci de la rendre accessible, s'il vous plaît. Parfait. C'est important. Alors, Cellou, avant que nous puissions passer la parole au public pour les différentes questions, vous avez parlé d'accompagnement vers ces entreprises qui viennent, ces personnes qui viennent et créent leurs entreprises, et comment vous les accompagnez afin qu'ils puissent avoir des projets bancables. Est-ce qu'au niveau des zones rurales, parce que je souligne quand même que l'on parle d'accès au financement dans les zones rurales. Je répète que c'est difficile même dans les plus grandes capitales. À Conakry aussi c'est difficile, mais on parle des zones rurales. Donc qu'est-ce que la PIP fait au niveau des zones rurales? Ouais. Donc j'aimerais juste revenir sur un point que M. Doumbouya a abordé tout de suite, sur l'approche d'aller vers les banques. Vous faites un excellent travail, M. Doumbouya, mais vous avez, comme j'avais expliqué, en fait, les gens ont souvent des anecdotes. Ils se disent, il ne faut pas aller vers les banques. Quand je me fais financer par une banque, je fais faillite. Nous, on a fait une étude, parce que quand on entend les anecdotes, on fait des études. On a trouvé ceux qui approchent les banques et qui se font financer par les banques, ils ont des taux de mortalité les moins élevés. C'est-à-dire l'entreprise meurt le moins quand tu te fais financer par une banque que quand tu apportes ton capital. Et ça veut dire que derrière, il y a un sérieux. Et au niveau aussi, quand vous parlez des taux d'intérêt pour le financement, c'est-à-dire l'ananas, c'est sur 12 mois, etc., le cycle. Donc si vous avez un plan de trésorerie, c'est en fonction de ce plan de trésorerie qu'on va vous financer. On ne va pas vous financer, on ne va pas vous donner tout le montant tout de suite. Et après, ça vous fait des taux d'intérêt élevés au final. Donc, comme il a expliqué, c'est monsieur Gassama, il a expliqué, en fait, il faut faire la différence entre le financement sur investissement ou sur une trésorerie. Donc, c'est pour ça que vous devez, en fait, vous approcher des organismes encore plus adaptés, spécialisés, pour vous expliquer, en fait, la méthode. Donc, je voulais revenir sur ce point. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette année au niveau des PME, au niveau des régions, au niveau ruraux? Le directeur a pris la décision de nommer un directeur qui va appuyer, un service qui va appuyer les entrepreneurs au niveau ruraux. Donc ce service, il va aider non seulement à faire l'éducation financière au niveau de ces entrepreneurs, au niveau de ces porteurs de projets au niveau rural, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que ces entrepreneurs au niveau ruraux, ils n'ont pas cet esprit d'aller vers les banques, donc ils ne sont pas bancarisés. D'ailleurs, le taux de bancarisation de nos entrepreneurs est très faible. Donc comment tu peux financer quelqu'un que tu ne connais pas? Donc, on va aller vers eux, on va les expliquer qu'il faut qu'ils se bancarisent, qu'on voit leur situation financière. Parce que pour donner de l'argent à quelqu'un, il faut qu'on te voie. Donc, on a vu les banques qui ont des solutions, notamment la Société Générale ou Ecobank, qui ont des solutions adaptées à ces régions. Et à travers même des téléphones, ils peuvent ouvrir des comptes. Donc, c'est de les amener ces solutions vers ces entrepreneurs ruraux. Et le deuxième point, c'est la formalisation. Donc, on va essayer de les formaliser, les structurer pour les permettre, en fait, d'être bancables et de pouvoir bénéficier de financement. Le troisième point, c'est de travailler avec les banques en amont. Et à chaque fois qu'on fait des formations, on amène les banques, ils discutent avec les porteurs de projets. Ils comprennent les problématiques et les porteurs de projets aussi comprennent pourquoi parfois il y a des barrières. Donc on travaille en fait sur les barrières pour rapprocher les porteurs de projets aux banquiers, et peut-être on peut travailler avec PACA, on peut travailler avec M. Barry aussi sur le crowdfunding. Donc c'est de rapprocher le maximum de porteurs de projets avec les financiers, ceux qui ont des fonds d'investissement et les banques. Donc c'est ce travail qu'on est en train de faire. Il est prévu qu'on fasse une campagne de formation cette année, et on a même aussi un bus qu'on a appelé APIP Mobile qui va aller
dans les régions, donc ils n'auront plus besoin de se déplacer, même on va vers eux, donc on va aller même au niveau des marchés ou au niveau des champs ou même au niveau des activités, comme ça on va amener la pipe mobile qui pourra mieux informer les gens. Ouais. Oui, M. Barry, vous voulez ajouter quelque chose? Quelque chose, excusez-moi. C'est pour M. Gassama. Vous avez parlé tout à l'heure pour l'interprofessionnalisme. Et nous, Bella et là, nous avons mis sur place un groupe, je vais l'appeler comme ça, qui regroupe tous les gens qui interviennent dans l'agrobusiness, que tu sois producteur animal, végétal, ou ceux qui travaillent, qui font la transformation, ou ceux qui ont des moyens logistiques. C'est-à-dire le but de ce groupe, c'est quoi? C'est de réunir tout ce monde-là qui intervient dans l'agrobusiness. Parce qu'un producteur, il ne peut pas revendre. Il y aura quelqu'un qui est dans le groupe qui pourra acheter. Donc, c'est de mettre en contact tous ces gens-là. Donc, pour votre information et pour tous ceux qui sont là aussi, moi, je suis le président de ce groupe. Et M. Bella, c'est notre comptable, si je ne me trompe pas. C'est Moneyman. Donc, c'est Moneyman. Donc, il y a ce groupe-là sur place. Et pour tous ceux qui seront intéressés à venir nous rejoindre dans le groupe, ils sont les bienvenus. Et franchement, c'est pour aider tout le monde, pour avoir certaines informations aussi avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la production ou la transformation ou même dans la commercialisation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barry. Est-ce que nous pourrions avoir le micro pour la salle, s'il vous plaît? Juste passer le micro, peut-être par là, s'il y a des questions. Le monsieur ici. Parfait. On va commencer par ce côté. On va faire le tour de la salle. Pardon? Ah, allez-y, M. Gassama. Attendez. M. Gassama voulait réagir? À ce qui vient de dire notre collègue, c'est vrai que l'interprofession, comme on définit l'interprofession, n'est pas qu'une association d'acteurs sur plusieurs filières. L'interprofession, elle est d'abord filière. Elle est filière et en plus, là où sa mise en place elle est importante, si nous prenons juste sur les acteurs qui sont sur l'aviculture. Aujourd'hui, notre marché est inondé par les carcasses de poulet qui viennent du Brésil, qui viennent d'ailleurs. D'accord? Pourquoi cela arrive? Pourquoi l'élevage de chair ne peut pas se développer? Parce que ceci constitue pour eux, en fait, on va dire, des acteurs qui ne peuvent pas concurrencer. Les carcasses de chair arrivent sur nos marchés à 25 000, 30 000, alors que quand vous faites l'élevage de chair, pour être rentable, c'est à partir de 45 000. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas les compétir. Donc l'idée de l'interprofession, c'est d'associer également ces acteurs et de définir, par exemple, sans que l'État même ne mette de réglementation, de définir des périodes d'importation qui correspondent ou qui corollairent avec les périodes à laquelle on a une baisse de production au niveau national. Donc l'interprofession, c'est aussi au-delà de tout ça. Ça englobe les importateurs ou les exportateurs des produits sur lesquels la filière doit évoluer. Merci, M. Gassama. La question? Il y avait une question ici, monsieur. Juste vous lever, vous présenter et poser votre question. Merci. Allez-y. Game David, je suis étudiant de la L3 Sciences Comptables, Concentration Management. Ma question était de savoir, puisqu'il y a certains jeunes entrepreneurs qui commencent leur projet, qui lancent leur projet avec les investissements. Mais les premières années de leur projet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils rencontrent des obstacles qui ne les permettent pas de vivre leurs rêves. Et nous savons, quand on investit quelqu'un, celui qui a été investi rattache le souscripteur à son régime et doit être protégé. Mais il y a des investisseurs qui abandonnent ces jeunes entrepreneurs sur le terrain et si ceci leur échoue, ils sont maltraités et pourtant ces personnes ont de courage, comme disait M. Tieno. Il a le courage, il a répété 2 fois, il a échoué 2 fois, mais il a le courage. Il y a d'autres qui ont le courage, mais les investisseurs le refusent. Je veux savoir comment cela peut aussi surmonter ces défis, peut avoir des solutions à ces problèmes. Merci beaucoup. Merci. La dame en orange, s'il vous plaît, ensuite on va passer par là. Tout le monde. Madame, s'il vous plaît, vous levez. Je suis un peu malade, Saléma. D'accord. D'accord. Vous allez me permettre de m'asseoir. Bon,
Ok. Je suis là depuis hier. Je suis Madame Kamara Keira Kamara. Je suis la responsable de tout ce qui est questions administratives, financières et logistiques à l'ONU du Guinée. Mais là, je prends la parole en tant que simple participante. Et ma question va à l'endroit de M. Gassama et ce monsieur qui est juste à côté de Salimatou. Je voudrais savoir, parce que vous avez parlé que vous avez, je crois, une fourchette, une subvention de 7 millions de dollars avec 500 mini-projets à financer, n'est-ce pas? 900. 900, d'accord. Est-ce que ces financements vont à l'endroit de toute la chaîne de valeur de vos filières cibles ou bien ça se limite juste à un maillon? Je voudrais savoir ça. Et aussi, Monsieur Barry, par rapport au club dont vous avez parlé, qui englobe toute la chaîne de valeur, je serais intéressée de savoir beaucoup plus d'informations dessus. Et je pense qu'après, je vais vous rencontrer par rapport à un projet personnel. Merci Madame Kamara. Je vais vous laisser Monsieur Gassama répondre à la question et ensuite vous, Monsieur. Et ensuite on passera aux autres questions, on reviendra vers vous. Merci, merci Madame Kamara pour cette question. Hein. Ça m'amène au fait à donner plus de précision par rapport à tout ce que j'ai présenté ici. Alors, c'est un projet filière. Si je prends l'exemple sur mon frère qui vient de prendre la parole tout de suite, qui fait une formation en comptabilité. Alors, dans les projets que nous finançons, c'est de la production jusque dans l'assiette du consommateur final. Alors, sur ces chaînes de valeur, même les aspects liés aux services. On a financé dernièrement un projet de service qui est uniquement dans la finance, comme vous venez de nous expliquer, où ils ont été accompagnés, leur business plan, c'était déjà mobiliser les crédits au niveau de leur localité sous forme de cotisation et réinvestir au fait ces crédits pour développer certaines activités agricoles. Ces gens-là ont eu leur business plan en tant que structure de financement innovant qui a eu un projet qui a été financé. Donc nous finançons la production, le service, que ce soit dans les ventes d'intrants, dans la logistique, le transport et même les services de développement d'outils informatiques, des solutions d'accès au marché, d'accès au prix des marchés. Toutes ces innovations-là, pour nous, ce sont des actions qui rentrent dans le développement des filières agricoles et sont preneurs à notre niveau. Maintenant, peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que quand même, il y a des prérequis. Dans les critères que j'ai énumérés tout à l'heure, je n'ai pas parlé de prérequis. Alors, pour être bénéficiaire du financement du coup, c'est-à-dire dès les premiers appels à projet, il faut déjà avoir un prérequis de 2 ans dans la filière sur laquelle vous voulez être financé. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de dire que c'est un financement ouvert. Et puis, dès qu'on va lancer les appels à projet, boum, tout le monde est là. Alors, on dit, si vous voulez être financé sur la pomme de terre, il faut déjà prouver que vous êtes sur la pomme de terre depuis au moins 2 ans. Maintenant, cela peut être considéré comme peut-être un biais qui va exclure les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'activité pour la première fois. Alors, pour rattraper cela, qu'est-ce qu'on fait? En fait, lorsque vous êtes dans un dispositif où vous n'avez pas de prérequis sur votre filière, vous présentez votre projet, mais on vous met dans un processus d'incubation, de formation, d'incubation, d'apprentissage en entreprise. Après, maintenant, votre business plan va être financé sur la base d'une évaluation correcte qui va prouver que vous avez les éléments nécessaires pour développer votre business. Merci beaucoup, M. Gassama. M. Barry, juste pour répondre à la deuxième partie, et peut-être, M. Doumbouya, je vais vous laisser répondre à notre jeune frère, là, concernant les investissements qui fuient, les investisseurs qui fuient. Le micro de M. de M. Barry. There you go. Pour ce qui concerne ce groupe qu'on a mis sur place, ça vient d'un constat, et Bella et moi et certains amis qui sont absents, nous en parlons souvent. C'est un problème des jeunes, et M. Gassama vient de le souligner. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et ils n'ont pas où partir vraiment, avoir plus de conseils, ou ils ne savent même pas comment faire. Donc, c'est l'idée, d'où vient l'idée. Donc, si on créait ce groupe-là, nous, par exemple, pour AgroGuinée, on reçoit tellement des appels et des visites chaque fois, des jeunes, beaucoup qui sont à Kindia ici. J'en ai vu tellement dans la salle. Et
Donc, on a décidé de se créer ce groupe-là juste pour échanger. Par exemple, ceux qui veulent faire le maraîchage, ils ont besoin de la fiente. Et s'il y a un éleveur dans notre groupe, avec la communication, ils peuvent s'entraider. Donc, en fait, c'est l'entraide là surtout qui le but principal. Maintenant, le reste, c'est de motiver aussi les jeunes et diriger les nouveaux venants qui n'ont pas une idée, surtout les assister dans certaines formations, dans l'obtention des domaines agricoles, soit ils veulent bailler ou acheter. Et donc, c'est le but principal, en fait, c'est de s'entraider. Donc, le reste viendra après. Merci beaucoup, M. Doumbouya. Barry. Merci, M. Barry. M. Doumbouya. Sur la question de M. David, concernant les investisseurs qui ne reviennent pas avec certains jeunes entrepreneurs quand ils s'engagent pour une première fois et que ça échoue. Alors, moi, ce que je vais dire à ces jeunes entrepreneurs, c'est de continuer à divulguer, de partager leurs projets. Parce que souvent, j'entends les entrepreneurs dire « on m'a volé mon idée, on a volé mon projet ». Non, on est plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Donc, la manière dont vous imaginez les projets, sachez qu'il y a des milliers de personnes qui ont la même idée. La différence, c'est quoi? C'est juste les démarches que vous entreprenez pour atteindre votre objectif. Donc, il faut partager les projets. Il ne faut pas vous dire que non, quand je partage le projet avec mon frère, il va me voler mon idée, il va me voler mon projet. C'est en partageant le projet que vous pouvez tomber sur des gens qui sont intéressés à vous financer. D'accord? Et votre premier, souvent je le dis, hein, votre premier bailleur de fonds, c'est d'abord votre famille. Au sein de votre famille, vous devez être capable de mobiliser quelques ressources au sein de votre famille. Au-delà de la famille, vous avez vos amis que vous pouvez fédérer autour de votre projet. Donc, ne vous fiez pas. En fait, ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. Voilà. Donc, en cherchant des financements, il faut aller taper à toutes les portes. Vous pouvez également participer à des concours. Moi, par exemple, j'ai lancé un site d'information sur le secteur agricole il y a moins de 2 ans. Je l'ai lancé au mois de mars 2017, je crois. Un mois après, j'ai participé au concours de l'OIF avec le capital mondial de livres, où j'ai remporté 2000 €. Ça m'a permis d'amorcer certaines choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dire, il faut seulement se référer à des personnes pour avoir des financements. Faites un bon projet, élaborez-le correctement, partagez-le avec toutes les personnes que vous rencontrez, postulez partout où il y a possibilité de concourir parce que c'est une start-up. Tapez à toutes les portes. Merci beaucoup.